Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi. Deux camps face à face en Tunisie, exposés au chaos au lendemain de l'assassinat d'un responsable de l'opposition laïque. Nouveaux affrontements aujourd'hui dans la rue, à la veille d'une journée de grève générale. La division des dirigeants européens s'affiche au sommet de Bruxelles, partisans d'une réduction des dépenses d'un côté, comme le Britannique Cameron, défenseur des subventions agricoles et des aides de l'autre, comme le Français François Hollande. Lutter par la contrainte contre les déserts médicaux, le pavé dans la mare lancé par le Sénat provoque aujourd'hui des réactions en chaîne. Nous ouvrons le débat dans le 19 h avec notamment sur notre plateau le socialiste Jean-Luc Fichet qui fera place à Michel Chassan des syndicats médicaux français. Et puis, notez-le, une page culture inédite dans cette édition avec Claude Jeannereau, le président du Conseil général du Doubs, au sujet du visage retrouvé de l'origine du monde, la célèbre toile du franc-comtois Gustave Courbet. Le verbe haut d'Arnaud Montebourg dans le dossier Petroplus, alors que les salariés de la raffinerie et l'opposition dénoncent les effets d'annonce du gouvernement, le ministre du redressement productif franchit un nouveau cap. Les offres des repreneurs de dernière minute ont beau avoir été jugées non recevables à ce stade, eh bien celle du groupe égyptien a reçu aujourd'hui le soutien du gouvernement. Déclaration d'Arnaud Montebourg sur Public Sénat. Le gouvernement a décidé de s'engager derrière une offre. Il y en a une deuxième intéressante, de manière à obtenir la reprise de cette raffinerie. C'est une stratégie industrielle. Nous avons des besoins, nous devons nous-mêmes défendre ces capacités-là. Donc si nous trouvons un investisseur, comme certains se sont présentés hier, eh bien nous nous en réjouissons. Donc à nous de faire tenir debout cette offre. Et le Premier ministre a dit qu'il serait possible qu'il y ait une participation minoritaire dans le capital, bien entendu, de cet investisseur s'il le souhaite. Voilà, à propos du ministre du redressement productif recueilli par Michael Zamès, juste après les questions d'actualité au Sénat, les candidats ont plusieurs semaines maintenant pour compléter leur dossier. La Tunisie, donc, exposée à un risque de drame national après la dangereuse montée des tensions. Le pouvoir islamiste est de plus en plus contesté à la veille des funérailles de l'opposant Chokri Belaïd, qui donneront lieu d'ailleurs demain à une journée de grève nationale. Julie Hulin. Dégage, dégage, la voix des manifestants résonnait à nouveau cet après-midi dans les rues de Tunis pour réclamer la chute du pouvoir en place au lendemain de l'assassinat de l'opposant Chokri Belaïd. Des manifestants à nouveau dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène. Et le Premier ministre désavoué ce matin par son propre parti. Amani Djebali avait annoncé hier soir en urgence la dissolution du gouvernement pour former un cabinet apolitique. Le chef du groupe parlementaire Ennahda a dénoncé ce matin une proposition faite sans consulter la coalition et impossible à mettre en place du fait de l'absence de constitution. Une constitution restée en suspens depuis des mois faute de compromis entre les trois partis de la coalition dont les relations ne cessent de se dégrader. Alors que les funérailles de Chokri Belaïd auront lieu demain, l'évolution de la situation politique semble à nouveau au point mort. 4 partis de l'opposition laïque ont appelé ce vendredi à une grève générale et suspendu leur participation à l'Assemblée nationale constituante. Un appel à la grève générale relayé par le principal syndicat tunisien. La France a, elle, décidé de fermer ses écoles en Tunisie vendredi et samedi. Et avec nous tout de suite, par téléphone de Tunis, Anouar El Bassi, vous êtes avocat et membre du groupe des 25, les avocats qui ont amené devant la justice les symboles du régime de Ben Ali. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous avez exprimé bien sûr avec vos confrères aujourd'hui votre colère. Vous connaissiez bien Chokri Belaïd. Cette colère, sur quoi voulez-vous qu'elle débouche aujourd'hui en Tunisie? On veut qu'elle débouche sur ce que voulait le martyr de la révolution, Chokri Belaïd, c'est-à-dire un nouvel horizon pour cette révolution du 14 janvier, un nouvel horizon, un retour vers l'horizon du 14 janvier 2011, à savoir l'horizon de la dignité, de la liberté, d'un pays de justice sociale, de cohésion et non d'extrémisme, ni de partage du gâteau, dit malheureusement le président de la République il y a 2 jours de ça. On a entendu certains de vos collègues,
on a entendu certains de vos collègues, M. El-Bassi, dire que la situation aujourd'hui, avec le pouvoir islamiste, est pire que sous Ben Ali. Est-ce que c'est votre sentiment également? Bien oui, elle est pire. Cela ne veut pas dire que on aurait préféré Ben Ali, pas du tout. Jamais nous ne reviendrons en arrière. Mais la situation, elle est pire parce que si Ben Ali avait capturé l'État pour en faire un bras de fer de son système mafieux, le présent régime Narzaoui est en train de détruire l'État. Très bien. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Dès hier, bien sûr, toutes les capitales occidentales, Paris notamment, s'étaient alarmées de la situation et des violences politiques qui ont redoublé en Tunisie ces derniers mois. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense se sont exprimés aujourd'hui devant les sénateurs à huis clos. Jean-Yves Le Drian a évoqué récemment la vraie guerre menée au Mali. Eh bien, 4 soldats de l'armée de ce pays, secourus par la France, ont été tués aujourd'hui dans l'explosion d'une mine entre Douenza et Gao, dans le nord du pays. Le groupe islamiste Mujao a revendiqué la pose d'engins explosifs, mais aussi d'attaques de convois militaires avec utilisation de kamikazes. Les dirigeants européens sont donc arrivés à Bruxelles aujourd'hui. Ils ont réaffirmé leur position contradictoire sur le budget communautaire. Il s'agit de s'entendre sur la période allant jusqu'en 2020. Le Britannique David Cameron met en garde: pas d'accord sans réduction des dépenses, rigueur ou pas, réorientation des crédits de la politique agricole. Des dossiers explosifs sont donc sur la table. Sophie Normand. De l'avis de tous, les négociations seront ardues. Signe des difficultés, le début des travaux a été retardé de 2 heures pour permettre au président du Conseil européen Herman Van Rompuy de peaufiner la proposition de compromis qu'il va soumettre aux dirigeants de l'UE. Le budget européen des 7 prochaines années en dépend, mais il faut composer avec des chefs d'État plus enclins à défendre leurs intérêts nationaux. Si nous allons réussir, je ne peux pas le dire. Les positions sont encore très éloignées les unes des autres. Pour l'Allemagne, je peux dire que nous allons tout mettre en œuvre pour obtenir un accord. D'un côté notamment, le Premier ministre britannique David Cameron, qui comme la chancelière allemande réclame moins de dépenses, il a d'ores et déjà averti qu'il n'y aurait pas d'accord sans coupe supplémentaire. De l'autre, François Hollande qui menace lui aussi de dire non à un compromis qui conduirait à oublier l'agriculture et ignorer la croissance. La France, je l'ai dit, elle est toujours consciente qu'il faut faire des économies. Mais en même temps, il ne faut pas affaiblir l'économie. Donc, moi je viens pour chercher un accord. Faut-il encore qu'il soit possible? S'il y en a qui ne sont pas raisonnables, eh bien, je ferai en sorte de les raisonner, mais jusqu'à un certain point. Toute la négociation va consister à trouver un équilibre entre les positions les plus radicales et les lignes rouges du Parlement européen. Avec en tête un objectif, doter le budget européen de moyens suffisants pour financer des investissements créateurs d'emplois jusqu'en 2020. Le Sénat pourrait adopter le texte des députés sur le mariage gay, option évoquée aujourd'hui par le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, qui y voit le moyen de raccourcir le débat parlementaire. La commission des lois du Sénat n'en poursuit pas moins ses auditions, avec aujourd'hui la question du livret de famille abordée avec les associations familiales. Nathalie Guillouard. Le livret de famille, ce document symbolique, est aussi au cœur de la bataille de ce projet de loi du mariage pour tous. Pour François Fondard, président de l'UNAF, le texte manque de précision. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que sera véritablement l'état civil demain. On ne sait pas encore comment on traitera le livret de famille, par exemple, pour les couples de 2 personnes de même sexe. Et la question est loin d'être réglée. C'est le 4e jour consécutif où les députés discutent de cet article 4 qui prévoit que dans le Code civil, les termes de père et mère doivent être compris comme celui de parents pour les couples homosexuels. Pour la Confédération nationale des associations familiales laïques, la question ne devrait même pas faire débat. Donc ça fait longtemps que ce terme de parent est utilisé sans que ça ne choque personne. Donc je crois qu'il n'y a pas, c'est pas péjoratif de dire parent au lieu de père et mère, en sachant que dans la vie courante, les enfants continueront d'appeler leurs parents papa, maman. C'est tour à tour que les associations familiales ont été auditionnées aujourd'hui au Sénat. Aux yeux de certains, le livret de famille peut paraître dérisoire au regard des enjeux de la loi. C'est pourtant l'une des questions qui revient régulièrement dans les débats. Après le drame de la maternité de Port-Royal à Paris, la mort d'un enfant à naître, le Sénat relance le débat sur les maisons de naissance. Derrière l'appellation, la possibilité pour les femmes d'accoucher
comme à la maison dans un environnement peu médicalisé. Une option, bien sûr, pour les seules grossesses sans risque. Explication de Camilla Campusano avec Sandra Cerquera. Il y en a qui avaient testé pour leur accouchement ou pas? Oui. Un cours prénatal un peu particulier. Dans cette maison de naissance à Pontoise, une même sage-femme accompagne la future maman pendant toute sa grossesse. Un contraste par rapport aux hôpitaux où chaque consultation signifie un nouvel interlocuteur. Il peut y avoir des peurs parfois, et d'en parler avec la sage-femme qu'on va voir le jour de l'accouchement avant, ça permet aussi de s'en libérer et donc d'être plus à l'aise et plus tranquille, plus sereine le jour de l'accouchement. Un accouchement sans péridurale. Objectif, se détacher de la méthode dite hyper médicalisée des maternités classiques. Mais en cas d'urgence, l'hôpital est au bout du couloir. La péridurale, ça enlève la bonne partie de sensation, de ce qu'on ressent quand le bébé arrive, quand on le prend dans les bras. Je pense que c'est pas le même lien après. Ce dispositif est testé depuis maintenant 7 ans. Après un premier blocage au Conseil constitutionnel, la loi revient sur les bancs du Sénat. Cette fois-ci, pas de raison que ça coince, selon la sénatrice qui porte le projet. Les doutes et les inquiétudes ont été levés concernant la sécurité en particulier. Et donc mes collègues à qui j'en ai parlé, qui se sont renseignés, tous bords confondus, beaucoup maintenant sont favorables. D'autant plus que ces accouchements coûteraient moins cher, 600 € au lieu de 1 300 en hôpital. Le Sénat a adopté définitivement aujourd'hui l'allongement des durées de prolongement de prescription de la discrimination sexuelle. Il passe ce délai à 1 an au lieu de 3 mois aujourd'hui. Cela concerne notamment tous les actes d'homophobie. L'onde de choc des préconisations du Sénat pour lutter contre les déserts médicaux, la liberté d'installation des médecins doit être remise en question, estime le groupe de travail sur la présence médicale qui suggère par exemple, de ne plus conventionner les généralistes qui s'installent dans des zones bien dotées. Joachim Rob a voulu savoir comment réagissent les étudiants en médecine, dont d'ailleurs certains se sont invités aujourd'hui à la conférence de presse des sénateurs. Défendre leur liberté d'installation et protester contre des propositions coercitives. Les étudiants en médecine se sont invités ce matin à la présentation du rapport sur les déserts médicaux pour marteler leur opposition au texte. En voulant garantir absolument un accès aux soins, on risque d'avoir un effet opposé. Moi, si je ne veux pas m'installer dans un désert médical, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des remplacements, chercher un contrat salarié. Ou alors, comme ils disent, puisque ça respecte la liberté d'installation, je peux aller m'installer en ville et être déconventionné. Les étudiants s'inquiètent du conventionnement sélectif qui exclurait de l'assurance maladie les médecins s'installant dans des zones déjà saturées. Ils refusent aussi d'être lâchés en pleine nature pendant leur internat. Ce qu'on demande, c'est d'ouvrir les stages en maison de santé, en centre de santé, qui sont des structures qui seraient ravies d'accueillir des étudiants, où les étudiants seraient ravis d'aller, puisque c'est des structures très adaptées à l'enseignement. Mais là, on n'a aucune proposition concrète pour développer ces stages. Dans cette faculté parisienne, une proposition suscite le débat. Le service médical obligatoire qui forcerait les jeunes diplômés à exercer pendant 2 ans dans une zone manquant de spécialistes. Je ne suis pas pour nous inciter à partir dans un désert médical, mais pour nous dire qu'on doit rester après notre internat 2 ans ou 3 dans l'hôpital. Ça n'a aucun intérêt. Il faut aller là où il y a les patients qui n'ont pas de médecin. Oui, là où il y a les patients qui n'ont pas de médecin. Et alors le médecin, il arrive comme ça en plein milieu du désert. Bonjour, j'ai 5000 patients. Un sujet sensible donc, alors que le Premier ministre doit présenter demain à Grenoble la stratégie du gouvernement pour la santé. Voilà donc pour l'inquiétude des étudiants en médecine. Avec nous donc Jean-Luc Fichet, bonsoir, sénateur socialiste du Finistère, et vous avez présidé ce groupe de travail. Face à vous, Michel Chassan, président de la Confédération des syndicats médicaux français, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également ce soir Mathieu Escaut, qui est le spécialiste des questions de santé à l'UFC. Que choisir? On verra ce qu'il en dit. Au nom des consommateurs, on va dire, des usagers évidemment de la santé. Monsieur Fichet, vous vous inscrivez d'abord, il faut le dire, en rupture totale avec tout ce qui a pu être fait jusqu'à présent, par la droite comme par la gauche. D'ailleurs, je note que Marisol Touraine n'a jamais adopté de mesures coercitives. Elle défend, elle, les mesures incitatives. Donc une rupture. Alors non, justement, ce n'est pas une rupture, c'est simplement aller plus loin. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a mis en place un certain nombre de mesures incitatives
elles ont eu l'effet que l'on constate aujourd'hui. Pas suffisant, quoi. Et voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas suffisant. On voit qu'on a dépensé des sommes d'argent qui sont quand même assez conséquentes pour un effet quasi proche de zéro. Et donc, le groupe de travail, après 6 mois d'audition, dit il faut aller plus loin. Dans une belle unanimité politique dans votre groupe de travail. Dans une belle unanimité politique, puisque toutes les sensibilités politiques sont au sein de la Commission d'aménagement du territoire et du développement durable, et que notre rapport a été voté à l'unanimité. Alors, on peut s'arrêter quand même sur la mesure la plus forte, c'est-à-dire vous agitez l'arme du conventionnement sélectif. Pour parler clair, comment est-ce qu'on peut présenter les choses ? Il serait plus possible, en quelque sorte, pour un médecin de s'installer dans une zone bien dotée en généraliste. Alors, tout à fait. C'est-à-dire que la liberté d'installation n'est pas remise en cause. Les conditions de l'installation sont maintenant conditionnées au fait que chaque médecin peut s'installer ou chaque spécialiste peut s'installer là où il le souhaite, sauf que s'il s'installe dans une zone qui est aujourd'hui surdotée et donc où il y a suffisamment de médecins, voire plus qu'il n'en faut, on dit le conventionnement n'est pas nécessaire. Il n'aura aucun patient, ce médecin, puisque les patients ne seront pas remboursés par la Sécu. Sauf que la menace qui nous est faite, c'est justement ce qu'a dit le jeune interne tout à l'heure, c'est qu'il allait s'installer quand même sans le conventionnement parce qu'il y a des zones où effectivement la population est suffisamment nantie pour pouvoir consulter sans avoir besoin d'être remboursé par la Sécurité sociale. Alors voilà, pour votre position, c'est très clair, M. Fichet, Michel Chassan. Est-ce que vous voyez les choses ainsi ? Est-ce que la fin, par exemple, du conventionnement, enfin le conventionnement sélectif, permettrait néanmoins le maintien de la liberté d'installation, selon vous ? Écoutez, je pense que les sénateurs font un bon diagnostic. Ils constatent qu'effectivement, il y a des inégalités de répartition dans les professionnels de santé, en particulier des médecins. Le problème, c'est qu'ils apportent un traitement qui n'est pas judicieux. Et quand on traite avec un mauvais traitement, on ne soigne pas la maladie. Et donc, ce n'est pas avec ça que vous allez résoudre le problème des déserts médicaux. Il y a une course à l'échotte aujourd'hui qui est en œuvre parmi les élus, à qui va proposer la mesure la plus coercitive pour faire en sorte ils cherchent la mesure la plus efficace. Non, attendez. Alors là, c'est le conventionnement sélectif. Pour d'autres, c'est le service médical obligatoire pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pour les spécialistes, pour les spécialistes, pour les généralistes, pour telle spécialité, enfin bref. Donc on voit tout ça et on voit que c'est en fait un enjeu électoral. Donc je comprends parfaitement bien qu'effectivement, dans sa circonscription, on puisse être confronté à un certain nombre de choses. Le problème, c'est que ce que vous oubliez de dire, c'est que ça s'inscrit dans un contexte général. Et demander à des jeunes médecins de résoudre à eux seuls le problème des déserts médicaux, certes, mais c'est des déserts tout court en fait. Parce que ça fait belle lurette que l'État, les collectivités publiques et autres services de proximité ont déserté précisément ces zones-là. Donc vouloir résoudre uniquement par le biais et par le petit bout de la lorgnette qui est la démographie médicale, c'est franchement pas avoir une vision suffisamment d'ensemble. Ouais, je crois qu'il faut bien préciser qu'on est sur des territoires, d'abord qui ne sont pas spécifiquement des territoires ruraux. Quand on parle de la baisse de démographie médicale, c'est-à-dire qu'on a aussi des territoires qui sont du périurbain, voire de l'urbain, des quartiers sensibles, où aujourd'hui nous ne trouvons plus de médecins généralistes et encore moins de spécialistes. Donc la population est là, elle est même nombreuse, et pourtant il n'y a plus de médecins. Donc là, c'est pas un désert. On ne peut pas dire qu'il n'y a plus de médecins. Monsieur Fischer, vous pouvez dire qu'il y a effectivement une démographie qui est tendue. D'accord. Vous savez aussi qu'il y a un stock qui est actuellement en cours d'étude, qui est très important. On a doublé. Faut vraiment dire les choses. Mais dans ces cas-là, il faut leur permettre d'accéder aussi aux stages en médecine générale. D'accord. Non, mais vous n'avez pas que des propositions qui sont générale, de telle manière qu'ils puissent découvrir cet aspect de la profession qui, du coup, peut être très attractif pour Je vous le rappelle, entre ça et la coercition, il y a une marge. Vous faites des propositions qui sont intéressantes, notamment pour le cumul emploi-retraite, c'est-à-dire pour les vieux, c'est-à-dire les plus anciens d'entre nous. Tout ça est judicieux. Mais franchement, la coercition, ça marche pas. L'une des propositions, j'ai vu justement. Ça n'a pas marché en France. L'une des propositions des sénateurs, c'est d'inciter les retraités à reprendre leur blouse blanche, notamment. Oui, mais pour vous rassurer, je le rappelle, Michel Chassan, et Marisol Touraine nous l'a confirmé cet après-midi à Public Sénat, elle s'oppose aux mesures coercitives et elle s'en tient à son plan de décembre, évidemment. Votre opinion, Mathieu Escaut, est-ce que vous pensez qu'il faut remettre en cause la liberté d'installation des médecins pour que les choses changent dans les déserts médicaux français ?
Alors, oui, mais le sujet n'est pas à prendre sous cet angle-là. Si on le prend du côté des médecins, voir le terme de remettre en cause la liberté d'installation paraît tout de suite des mauvaises mesures. Mais ce que nous avons apprécié avec le rapport des sénateurs, c'est que justement, ils se sont placés du côté des patients. Nous avons mené un travail très similaire quelques semaines, que nous avons rendu public quelques semaines avant les sénateurs, où nous arrivions à des constats très similaires, en particulier pour les spécialistes, où vous avez entre 9 et 10 millions de personnes. On est tous d'accord sur le diagnostic. Nous sommes heureux que tout le monde s'accorde déjà sur le diagnostic. Mais à partir du moment où les sénateurs, et nous en sommes heureux, ont pris l'angle du patient et de l'usager du système de santé dans leur rapport, la solution en découle et en découle de manière très logique. Les mesures incitatives, on les a multipliées, elles n'ont jamais marché. Dès lors, il faut passer la vitesse supérieure. Et si on le prend sous l'angle de l'usager et des personnes qui ne trouvent pas de médecin, qui ne trouvent pas de médecin traitant pour les suivre, qui ne trouvent pas de médecin ophtalmologiste avant des mois et des mois pour avoir des rendez-vous, on doit arriver à des mesures plus fortes de contraintes pour amener des médecins là où on en manque. Je note quand même que les mesures de contrainte sont certes présentes dans les propositions, mais les sénateurs sont prudents. Ils ne parlent pas de la fin de la liberté, ils ne parlent pas d'interdiction, ils parlent de régulation. Et Michel Chassan... Vous ne trouverez pas dans le rapport... Pas le mot interdiction. Ni le mot coercition, ni le mot contrainte. Absolument. On est bien sur de la régulation. De la régulation. Michel Chassan, et ce qui est donné en exemple. Michel Chassan, ce qui est donné en exemple dans le rapport, c'est que toutes les professions de santé passent par cette régulation. Les sages-femmes, les infirmières, les kinés. Et vous feriez exception? Non. D'abord, on ne peut pas comparer un personnel médical avec les autres professions de santé parce que la durée d'étude n'est pas le même, le corps sociologique n'a rien à voir, les rapports démographiques et les écarts vont de 1 à 7. Attendez, mais justement, je vais vous en parler des besoins. Le problème, c'est, je comprends pas bien qu'on puisse aborder le sujet, et c'est légitime, vis-à-vis du patient. Et vous avez parfaitement raison de le faire. Mais quel est l'intérêt du patient dans cette affaire? Je m'explique. Pas trouver un médecin. Parce qu'il faut dire la chose, il faut dire les choses aux gens. La première phase, c'est effectivement stopper et interdire la liberté d'installation, la supprimer. La deuxième phase, c'est supprimer la liberté de choix du patient. Parce que vous n'allez pas vous expliquer que vous allez obliger des médecins à les s'installer dans des zones et dans le même temps laisser aux patients la possibilité d'aller consulter des médecins qui ne sont pas à côté. Ils n'ont plus le choix. Non, ils n'ont plus le choix. Ils prennent le premier médecin qui est à 45 minutes de chez eux, voire à 1 heure, et ils ont le rendez-vous avec l'ophtalmo qui est quelquefois à 6 mois ou à 8 mois. Mais que vous essayez de trouver des solutions, certes. Ça, c'est l'obligation. Vous avez raison d'essayer d'en trouver. Mais le sujet, c'est que vous risquez, par des mesures intempestives de ce type, introduire une rigidification globale du système de santé, le Gosplan quelque part, et qui va déboucher sur la perte de la liberté de choix du patient. C'est un principe fondamental de notre système de santé. Michel Chassan, on ne fait rien. Mais si, vous y serez contraint, évidemment. Michel Chassan, on ne fait rien. Mais bien sûr que si, il faut faire. Et d'ailleurs, le plan annoncé par la ministre va tout à fait dans le bon sens. Mais attendez, la ministre annonce un plan il y a 3 mois. Oui. Il n'est pas en place. Alors laissez-lui le temps de le mettre en place. Une dernière question, monsieur le sénateur. Parce qu'on pense à ces étudiants en médecine, on les a vus. Ils bossent dur quand même. 9 ans d'années d'études. Bien sûr. On n'a pas tout fait. Alors, ils sortent de la fac de médecine, on leur dit, tire à là. Non, mais il faut souligner la grande qualité des médecins, il faut souligner l'engagement des internes et les études longues, etc. Je dirais qu'on a aussi des architectes, des ingénieurs, des gens qui font des études longues, voire très longues, et qui tout d'un coup sont dans un travail qu'ils avaient prévu, et puis doivent en changer, parce que le contexte économique n'est pas le même. Les architectes, c'est ça où ils veulent. Bon, merci. Le débat sera relancé. Enfin, il est fortement relancé aujourd'hui avec ce rapport des sénateurs. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Dernière page du journal avec un visage sur l'origine du monde, bien sûr, le célèbre tableau de Gustave Courbet. La thèse en images est avancée par Paris Match qui réunit les 2 œuvres, donc celle bien connue, Le Haut, qui dévoile la figure de la maîtresse du peintre, s'ajoute aujourd'hui à cet assemblage qui reste contesté d'ailleurs par certains experts. Pierre-Henri Gergonne. Le secret était caché dans l'ombre d'une boutique d'antiquaire, un tableau oublié, un visage féminin qui pourrait éclairer d'une lumière inédite l'un des tableaux les plus mystérieux de l'histoire de l'art. À en croire Paris Match, la toile culte du musée d'Orsay, L'origine du monde, signée du peintre Gustave Courbet, ne se résumerait pas à la seule vision d'une extase aussi crue que troublante. Il semble désormais prouver que le visage manquant aujourd'hui retrouvé est celui de l'Irlandaise Johanna Heffernan, la flamboyante amante et modèle de l'artiste. C'est au terme d'une très minutieuse enquête que l'heureux propriétaire du tableau retrouvé est arrivé à cette très spectaculaire conclusion. Les techniques de recherche les plus modernes ont été nécessaires
comme de longues heures passées à dépouiller l'histoire et la vie de l'artiste franc-comtois. Des conclusions qui semblent bien attester que le tableau d'origine a été découpé par le peintre lui-même, réservant la partie la plus scandaleuse à un riche diplomate ottoman. L'histoire de l'origine du monde commence là, avant de se perdre dans les lourds secrets et les coffres-forts de ses propriétaires successifs. Bientôt, le célèbre tableau sera accroché au cimaises du musée Courbet à Ornans, dans le Doubs, pour y côtoyer d'autres chefs-d'œuvre du maître du réalisme français. Voilà, alors affluence record garantie donc dans ce magnifique musée que vous avez restauré. Claude Jeannerat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur du Doubs et président du Conseil général. Vous y croyez, vous, à ce visage retrouvé de l'origine du monde? Je ne me prononcerai pas sur le caractère scientifique de ce qui nous est présenté, vous l'avez entendu, comme une découverte. Ce que j'observe, c'est que ça fait polémique. Mais franchement, vous qui connaissez cette œuvre, a-t-elle besoin d'un ajout? Cette œuvre nous est arrivée à la fin du XXe siècle et elle nous place dans l'intimité de l'intimité féminine. Vouloir y ajouter un visage, n'est-ce pas risquer d'en briser une part du mystère? Je crois vraiment que cette œuvre, dont vous avez dit qu'elle serait accueillie pendant l'été 2014 au musée Courbet. C'est exceptionnel, un prêt comme ça. C'est un privilège exceptionnel que nous devons, et je l'en remercie, au président du musée d'Orsay, qui considère que le musée d'Ornans est un musée qu'il faut accompagner parce que Ornans nous place au cœur du pays de Courbet. Qui toujours est revenu à sa Franche-Comté. Oui, rappelez-vous. Courbet, qui bien sûr appartient au patrimoine mondial, mais Courbet ne se comprend pas sans la référence à son pays, à ses concitoyens. Rappelez-vous l'enterrement à Ornans, évidemment la toile la plus emblématique, mais aussi les paysans de retour de la foire à Flagey et bien d'autres. Il a peint les gens de son époque, de son pays, dans leur réalité. Et d'ailleurs, au plus fort de sa notoriété à Paris, Gustave Courbet se présentait toujours de la même manière. Gustave Courbet, d'Ornans, ajoutait-il. Comme si finalement, ses racines constituaient une part de son identité. J'imagine que vous êtes sensible également à son engagement politique, parce que c'est un communard farouche. Oui, il est difficile à situer politiquement. Simplement, il est quelqu'un qui est en lutte avec le pouvoir en place, qui est un non-conformiste. Ça lui a coûté cher, hein, la colonne Vendôme, dont il a été accusé de l'avoir détruite, et en particulier... Il a dû payer. Il a payé et il a été en exil. Il Pas très loin de la Franche-Comté. Il est mort en Suisse à la Tour de Paix le 31 décembre. Vous cherchez toujours à enrichir le musée Courbet à Ornans jusqu'à lancer des souscriptions pour certaines toiles que l'on peut encore acheter? C'est une très belle aventure. J'aimerais avoir un peu de temps pour vous la raconter. Vous aurez une minute pour nous le dire. Nous venons d'acquérir le chêne de Flagey, autre œuvre emblématique de Gustave Courbet, par voie de souscription populaire. Ça a créé un immense élan en Franche-Comté, mais aussi à Paris, et aussi grâce au mécénat d'entreprises. C'est une œuvre d'un montant de 4 millions d'euros. Nous avons réussi à réunir cette somme, grâce à cela, et c'est une grande fête à laquelle je vous convie au musée d'Ornans. On prend rendez-vous. Quand alors? C'est le 9 mars que nous l'accrochons. Le 9 mars. Et puis avec le grand rendez-vous, donc l'arrivée de l'origine. On va vous le prêter combien de temps? Je pense 3 ou 4 mois. Et nous avons un autre rendez-vous à la saison prochaine, à l'été prochain. J'en informe vos téléspectateurs. C'est un regard croisé, Cézanne Courbet, qui va aussi, je pense, réunir beaucoup de visiteurs. Voilà, et puis le bâtiment vaut le déplacement, parce que vous avez trouvé un écrin architectural magnifique. Nous avons voulu faire rentrer les paysages dans le musée. Voilà, exactement, avec la lumière de Franche-Comté. Merci. Qu'on trouve sur les toiles de Courbet. Merci beaucoup, Monsieur Jeannerat, d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. J'aimerais vous y voir. Bonsoir à tous. À Bangalore, des centaines de milliers de personnes, dont beaucoup d'ingénieurs informatiques, travaillent à un rythme effréné pour des centres d'appel et des entreprises du monde entier. So we need to get more, we need to earn more, we need to reach at a higher level.
Une activité qui dope l'économie indienne et qui bouleverse les modes de vie traditionnels. And that is why now we have some people in the media call Bangalore as a suicide city. Inde, le mirage high-tech, le nouveau numéro de la série Les Dessous de la mondialisation, ce soir à 23h sur Public Sénat.